Dans les années 2000, à la suite de la seconde intifada et l'accentuation de l'antisionisme porté notamment en France par une certaine gauche et de la population musulmane, les organisations pro-israéliennes se sont repositionnées et ont actualisé leur stratégie. Elles ont accompagné à l'échelle européenne un tournant droitier et ont rétabli des alliances avec les partis d'extrême droite. En 2006, les membres du Parti conservateur britannique ont créé les European Friends of Israel, EFI, les Amis européens d'Israël, l'un des groupes de pression israéliens les plus influents à Bruxelles. L'EFI s'inspire du lobby israélien du Royaume-Uni, où de puissances, entre guillemets, amis d'Israël sont organisés au sein des Conservative Friends of Israel. Entre parenthèses, le CFI, les Amis conservateurs d'Israël, fondé en 1974, Labour Friend of Israel, les Amis travailleurs d'Israël, et le Liberal Democrat Friend of Israel, les Amis libéraux démocrates d'Israël. Même le parti de l'indépendance du Royaume-Uni, UKIP, de Nigel Farage, a un groupe, entre guillemets, Amis d'Israël. Le principe fondateur des Européens Friends of Israel, Stuart Pollack, a été le directeur des Amis conservateurs d'Israël de 1989 à 2015, nommé l'une des 100 personnalités de droite les plus influentes du Royaume-Uni par le Daily Telegraph en 2017. Il a été crédité d'avoir fait plus que quiconque pour promouvoir Israël auprès des conservateurs britanniques et s'en vu offrir une prairie pour son activisme pro-israélien en 2015. David Cronin, Sarah Marusek et David Miller, universitaire et auteur d'une enquête détaillée sur le lobby pro-israélien en Europe, expliquent que, ouvrez les guillemets, l'orientation vers la droite de European Friends of Israel et Friends of Israel Initiative est influencé par les tendances récentes de la droite européenne. De nombreux groupes d'extrême droite se concentrent moins sur l'antisémitisme et se tournent vers l'islamophobie. Dans un contexte de migration internationale croissante et d'autorité économique, cette forme de racisme est en quelque sorte devenue plus acceptable, comme Farid Hafez l'a fait valoir. Le passage de l'antisémitisme à l'islamophobie dépasse les frontières européennes et permet à l'extrême droite européenne de se rapprocher des partis israéliens et de l'extrême droite aux États-Unis. La signature de la déclaration de Jérusalem en 2008 lors de la conférence face au djihad à Jérusalem en est un exemple. La conférence était organisée par Ariel Eldad, ancien membre de la Knesset pour le parti d'extrême droite, Osma, le Israël fort, considéré par certains comme le descendant idéologique du parti Kash du rabbin Meir Kahan, interdit en 1988 par Israël pour incitation au racisme et déclaré organisation terroriste par les États-Unis en 1995. Parmi les signataires de la déclaration se retrouvent Philippe De Winter, député du Vlaam Belang au Parlement flamand, Kent Ekeroth, secrétaire international démocrate suédois, René Stad-Terwitz, président du Die Freien en Allemagne, Ernst Christian Strache, président du Parti libéral autrichien, Geert Wilder, président du Parti libéral néerlandais. La France ne fait pas l'exception. Le principal parti politique d'extrême droite, le Front National, rebaptisé entre guillemets Rassemblement National de Marine Le Pen, a également opéré son tournant pro-israélien. Tomer Horny, un lobbyiste qui a aidé à la création du Parlement juif européen à Bruxelles, a engagé une discussion avec Marine Le Pen en novembre 2012. Celle-ci assura à Tomer Horny qu'elle était, entre guillemets, prête à soutenir Israël. En juin 2015, Marine Le Pen a rencontré le cofondateur du Parlement juif européen, le milliardaire ukrainien Vadim Rabinovich. Les deux ont été rejoints par 10 membres du Parti nationaliste au sein du Europe of Nations, Europe des Nations, et du Freedom Bloc, le bloc de la liberté. C'est dans ce contexte politique et idéologique que l'on doit analyser la position et le discours d'Éric Zemmour, qui n'est que le chantre pour la France de ce mouvement israélophile d'extrême droite.
Chapitre 6. Zemmour, Israël et le terrorisme international. Un discours progressif israélophile. Le 27 novembre 2011, lors d'une interview diffusée sur les ondes de Radio Courtoisie, Éric Zemmour fait cette déclaration tout à fait surprenante venant d'un patriote français. Ouvrez les guillemets, je pense qu'Israël a une pratique de la souveraineté qui est exactement celle qu'avait la France pendant des siècles. C'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire une défense farouche de sa souveraineté comme la France jusqu'au général de Gaulle, et qui n'hésite pas à employer la guerre comme moyen de défendre une politique et une souveraineté, exactement comme l'a fait la France pendant 1000 ans. C'est ça qui m'intéresse. Et je pense que le rapport complexe des Français vis-à-vis d'Israël vient de là. Moi, je pense toujours que l'armée israélienne, c'est 1792, c'est le peuple en armes qui se bat avec les généraux de 30 ans qui discutent et tutoient les soldats. Je pense que l'armée des Français de 1792 à 1805, c'est ça, exactement la même chose. Les Israéliens ont été installés sur une terre où il y avait déjà des gens. Je dis des gens parce que je ne dis pas un peuple. Vous savez bien, un peuple, il faut un sentiment d'appartenance et un destin commun qui n'existe pas chez les Palestiniens de 1948, puisqu'ils se sentaient arabes et c'est tout. En mai 2018, alors que les Israéliens tiraient sur les manifestants palestiniens, Éric Zemmour défendait l'État hébreu qui était selon lui entre guillemets la cible privilégiée des médias occidentaux qui ne cessent de dénoncer la brutalité des méthodes de la démocratie illibérale. Par la même occasion, l'éditorialisme du Figaro rattache Israël à sa politique et aux droits européens. Ouvrez les guillemets, mais à Budapest, comme à Varsovie, à Moscou, comme à Jérusalem, les peuples votent massivement pour des gouvernements que ces grands médias vilipendent. Or, ce néo-nationalisme pro-israélien dont Éric Zemmour se fait le promoteur et le porte-parole est diamétralement opposé à la position du grand historien Jacques Bainville, dont l'éditorialisme du Figaro se réclame. Cet optique patriote et académicien avait, dès 1920, perçu les dangers que présentait le sionisme. Dans un article publié le 20 décembre 1920, titré entre guillemets les effets du sionisme, Jacques Bainville annonçait au lendemain de l'établissement du foyer national juif en Palestine que cette aventure provoquerait un conflit désastreux entre l'Occident et l'islam. Ouvrez les guillemets. L'Observatoire Romano et la Semaine religieuse de Paris ont récemment publié un ensemble de documents sur la situation de la Palestine. Le sionisme soutenu par le cabinet de Londres y apparaît comme une aventure alarmante à tous les points de vue. Déjà, les incidents ont été nombreux. Ils sont d'abord bien entendu de nature religieuse. Le sionisme, au lieu saint, n'a pas l'impartialité des Turcs. Il traite un instru des représentants des communions chrétiennes. Le haut-commissaire britannique Sir Edbert Samuel se comporte comme un chef plus religieux que politique. Le prince d'Israël, entre guillemets, ainsi l'ont surnommé ses coreligionnaires, va prier le jour du Shabbat à la grande synagogue acclamée par la population juive de Jérusalem. Par contre, le Saint-Sépulcre est un lieu qui lui fait horreur. Au mois de juillet dernier, visitant la basilique, Sir Herbert Samuel refuse d'entrer dans le sanctuaire du tombeau. Cette insulte aux chrétiens fut révélée. Le synode des Grecs orthodoxes déposa sur le champ le patriarche Damianos en lui reprochant de n'avoir reçu le haut-commissaire que pour essuyer ses affronts. Un tel incident mérite une attention sérieuse. Il montre à quelle rivalité confessionnelle susceptible de dégénérer en lutte plus grave le sionisme doit conduire. On regrette déjà les Turcs, le seul peuple tolérant, entre guillemets, disait Lamartine, qui, dans son voyage en Orient, se demandait avec son génie divinatoire ce que deviendraient les lieux saints lorsque leurs gardiens flegmatiques n'y seraient plus. Le sionisme allumera sans doute en Palestine une hideuse guerre de religion, encore un de ces progrès à rebours que les traités auront valu au genre humain. L'Observatoire Romano signale, parmi les immigrants juifs qui arrivent en nombre, des fanatiques qui parlent de détruire les reliques chrétiennes. Ce n'est pas tout. Avec la guerre religieuse, le sionisme apporte la guerre sociale. Les juifs venus de Pologne, de Russie, de Roumanie réclament un partage des terres et l'expulsion des indigènes. M. Nathan Strauss, le milliardaire américain, dit crûment que les musulmans trouveront d'autres régions pour vivre, entre guillemets, admirable moyen de réunir en Asie mineure et même plus loin tout l'islam contre l'Occident. Il semble qu'en autorisant
Et en protégeant des expériences aussi dangereuses, le gouvernement britannique perd la tête. La proscription du français en Palestine, Sir Herbert Samuel ne reçoit plus aucune réclamation dans notre langue. Est-elle un avantage suffisant pour compenser l'irritation et le soulèvement du monde islamique? Le lieutenant Jabo Tinsky, l'organisateur de la Légion juive, emprisonné par le général Allenby et libéré par le haut-commissaire, déclaré récemment au Time. Ouvrez les guillemets, le gouvernement juif en Palestine sera le symbole de la coopération anglo-israélienne et un centre d'influence pour les sentiments favorables aux intérêts britanniques parmi tous les Israélites répandus dans l'univers. Sûrement, il y a cette idée-là dans la politique sioniste du cabinet de Londres. Quel plat de lentilles, si l'on songe à l'immense dommage qui résultera pour l'Angleterre de l'hostilité des peuples musulmans, les Grecs à Smyrne, les Juifs à Jérusalem, on a rarement et avec autant d'imprudence préparé plus vaste incendie. Zemmour et le terrorisme, un discours ambigu éclairé par la géopolitique. Dans la période plus récente, les Israéliens ont activement soutenu les groupes terroristes qui ont massacré en masse et indistinctement musulmans, sunnites, chiites, chrétiens et autres minorités. Or, ces mercenaires stipendiés qui ne sont jamais attaqués à l'État hébreu ont même mène une guerre acharnée avec l'aide des pays occidentaux aux ennemis géopolitiques d'Israël où vivaient paisiblement les chrétiens en Irak, Syrie, Liban. Soulignons que le Hezbollah, ennemi juré de l'État juif, a joué un rôle important dans la protection des chrétiens en Syrie, notamment à Malaloula. Ces terroristes ont reçu de la part d'Israël armes et financements. Information révélée par le journal israélien Haaretz. En plus des soins dans les hôpitaux de l'État hébreu, Netanyahou s'est même rendu à leur chevet. Pour ceux que cela surprendrait ou qui croiraient qu'il ne s'agit là d'une alliance de circonstances, il faut souligner que l'alliance entre Israël et les pétromonarchies du Golfe qui finançaient le terrorisme, si elle était autrefois secrète, a été officialisée progressivement ces dernières années. Lors d'une interview en 2012, Benjamin Netanyahou a déclaré, ouvrez les guillemets, nos relations avec l'Arabie Saoudite sont bonnes et nous espérons qu'elles se développeront davantage. Il y a des relations pacifiques entre l'Arabie Saoudite et Israël. Nous avons des intérêts communs avec l'Arabie Saoudite, en économie, en politique régionale et dans bien d'autres domaines. Le 12 décembre 2018, interrogé suite à l'assassinat de Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie, le Premier ministre israélien, qui a milité pour la guerre contre l'Irak, contre la Syrie et depuis plusieurs années contre l'Iran, a répondu, ouvrez les guillemets, déstabiliser l'Arabie Saoudite, c'est déstabiliser le monde sioniste. Israël et l'Arabie Saoudite coopèrent étroitement contre l'Iran. Leur ennemi commun, le Royaume saoudite, bénéficie par ailleurs de renseignements et d'apports technologiques fournis par Israël. Doit-on s'étonner alors que Zemmour témoigne son respect aux terroristes alliés d'Israël lors d'une interview accordée le 6 octobre 2016 au journal néoconservateur Causeur, confondé par Elisabeth Lévy et l'historien israélien Gilles Mikaeli. Éric Zemmour a déclaré, ouvrez les guillemets, respectez les terroristes de Daesh. Ouvrez les guillemets, je respecte les gens prêts à mourir pour ce en quoi ils croient. Ce sont nous sommes plus capables. Et quand on lui demande, ouvrez les guillemets, vous respectez les gens qui roulent en camion sur des enfants, qui tuent des journalistes parce qu'ils ont représenté leur prophète, vraiment, Éric Zemmour rétorque, ouvrez les guillemets, pardon de vous chagriner, mais l'histoire c'est ainsi, des innocents meurent parce qu'ils sont dans le mauvais camp, ou au mauvais endroit, au mauvais moment. Et oui, quand des gens agissent parce qu'ils pensent que leur mort leur demande, il y a quelque chose de respectable et en même temps de criminel et de mauvais. C'est ainsi, les humains sont complexes, donc combattons-les, mais arrêtons de les mépriser. Chapitre 9, Zemmour, le Gaulois et la question identitaire. Banlieue, racaille et islam, wahhabisme, frérisme, Arabie Saoudite, Qatar. Dans la vaste alliance géopolitique qui réunit les États anglo-américains, Israël, leurs vassaux européens et les pétromonarchies du Golfe, il y a une répartition des tâches spécifiques. La France, inféodée aux États-Unis, est dirigée par une classe politique quasi entièrement corrompue.
empathie sur les plans diplomatiques, militaires et social. Dans ce contexte où l'État français n'assure plus au peuple de protection face aux prédateurs, aux prédations, qu'elles soient économiques ou idéologiques, la jeunesse musulmane de France est la cible des pétromonarchies et des organisations sectaires qu'elle finance. D'une part, les plus égarés d'entre eux, les marginaux, drogués, délinquants, alcooliques, bisexuels et autres prostituées ayant des troubles psychiatriques totalement étrangers à l'islam, sont recrutés pour servir de terrorisme en Europe ou de chair à canon dans le cadre des guerres américano-israélo-saoudo-qatari contre la Libye, la Syrie et l'Irak. Et d'autre part, les jeunes musulmans de banlieue sont approchés pour être utilisés sur le terrorisme français comme levier de déstabilisation, un classique dans l'histoire de la géopolitique des régions. Ils serviront, le cas échéant, d'outils pour déclencher une guerre civile dont Zemmour attise les flammes depuis des années à la télé et dans les journaux, partout où il se trouve. Les faits rapportés par les enquêtes des deux grands reporters Christian Chenot et Georges Malbruno valident cette thèse et nous apprennent autre chose dans leurs ouvrages. Notre très cher émir Michel Lafon, 2016, que l'Arabie Saoudite a promis dans les années 2010 aux dirigeants français qu'elle injecterait 50 milliards de dollars dans l'économie française et qu'elle ferait injecter 50 autres milliards par les pétromonarchies du Golfe si l'État français la suivait sur un certain nombre de questions, notamment sur le dossier syrien, ce qui expliquerait en partie le soutien apporté par les dirigeants français au groupe terroriste et l'éloge que Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères de 2012 à 2016, a fait. Al-Nosra, Al-Qaïda, entre guillemets, Al-Nosra fait du bon boulot, décembre 2012. Le 14 août 2014, loin de revenir sur sa déclaration de décembre 2012, Laurent Fabius annonçait dans un tweet que des armes très performantes étaient sur le point d'être livrées aux combattants terroristes en Syrie. Quelques jours après le massacre du 13 novembre 2015 à Paris, le Premier ministre Manuel Valls déclarait, en contradiction totale avec la réalité des faits, que le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui selon lui combattaient Daesh, étaient déterminés à lutter contre le terrorisme. Le 5 mars 2016, l'exécutif français remettait la Légion d'honneur au ministre de l'Intérieur saoudien, Mohamed Ben Nayef. Une Légion d'honneur attribuée en toute discrétion avant que l'information ne fuite dans la presse. Une décoration assumée par Manuel Valls qui expliquait sur RMC, ouvrez les guillemets, nous avons une relation stratégique avec l'Arabie Saoudite, il faut l'assumer. Nous avons cette relation avec l'Arabie Saoudite et parfois il faut souligner cet engagement. Parallèlement, le Qatar, grand promoteur du terrorisme et acteur de la destruction de la Libye et de la Syrie, offrait via son ambassade en France des montres Rolex aux hommes politiques français, montres à 6 000 euros pour les députés et montres à 80 000 euros pour les ministres. Ces représentants du peuple français se voyaient également offrir des bons d'achat dans des grands magasins. Christian Chenot rapporte ainsi, ouvrez les guillemets, pour certains hommes politiques, pour certains élus, pas tous, l'ambassade du Qatar, c'est tout à la fois un distributeur de billets de 500 euros, une agence de voyage et la boutique du Père Noël. C'est-à-dire que pendant plusieurs années jusqu'à aujourd'hui, le Qatar reçoit des sollicitations, des demandes et des subventions pour financer une mosquée, une école, une association. Et puis, il y a des hommes politiques qui sont vraiment à l'offensive, qui vraiment demandent de l'argent. Fin novembre 2015, un parlementaire LR, les Républicains, s'alarmait du poids pris par le Qatar en France, ouvrez les guillemets, ils sont ici chez eux, on leur passe tout et il y a de la corruption pour acheter des mecs, ils sont prêts à tout pour vous acheter. Le président néoconservateur Nicolas Sarkozy, qui a été en pointe dans la guerre contre la Libye, fut remercié après avoir quitté l'Élysée. Il a été rémunéré 100 000 euros par le Qatar pour une conférence de 45 minutes qu'il a donnée le 6 décembre 2014 à Doha, au Qatar. Ce système de corruption explique également pourquoi les dirigeants français ont laissé la voie libre au réseau d'influence des frères musulmans financés par le Qatar et les Saoudo-Wahhabites, lesquels se sont implantés en France et endoctrinent la jeunesse musulmane avec le blanc seigue de l'État français. La plus grande ONG, organisation non gouvernementale du Qatar, Qatar Charity, fondée en 1992, subventionne des associations, des centres islamiques, des mosquées, des lycées, à l'instar du lycée AVOS de Lille, dirigé par Ahmad Lasfar, le président des musulmans de France, ex-UOIF, qui est une émanation des frères musulmans. Cette ONG qatari est active plusieurs
dans plusieurs continents, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Le Qatar, via son ONG, a lancé 140 projets à travers l'Europe, branchés sur l'écosystème des frères musulmans, associations personnalités comme Tariq Ramadan. L'Italie est le premier pays européen visé, 50 projets, puis la France avec 26 projets, suivi de l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, la Norvège, la Pologne, l'Ukraine, la Crimée, le Luxembourg. Leur famille, quoi. Les centres qui financent, ce sont des centres de vie comme la mosquée cathédrale à Mulhouse. Plus de 25 millions d'euros, bibliothèques, restaurants, piscines, morgues. Au sein de Qatar Charity, il y a un programme de prosélytisme frères musulmans baptisé El Rei. Ce programme finance tous les centres islamiques. Frères musulmans en Europe, des valises sont passées pour financer l'Institut de formation des imams à Château-Chinon, dans le Morvan. Outre les jeunes musulmans de banlieue, ce prosélytisme wahhabite de Qatar Charity cible les lieux où arrivent les migrants en Europe. Si Éric Zemmour était un patriote français authentique, il aurait fait de ce sujet central un de ses chevaux de bataille et aurait dénoncé ce système de corruption qui lie les hommes politiques français et ces pétromonarchies. Les liaisons dangereuses qui mettent en danger la nation ont causé nombre de morts. Or, l'Arabie Saoudite et le Qatar se trouvent être des alliés d'Israël que Zemmour présente en modèle à imiter et par suite la dénonciation des uns mène à la mise en accusation de l'autre. Par ailleurs, certains responsables politiques partagent les vues de Zemmour, à l'exemple de Sarkozy, ont reçu, comme nous l'avons vu, des sommes d'argent considérables et des cadeaux de la part d'un pays parrain du terrorisme, le Qatar et l'Arabie Saoudite. On touche là à toute l'ambiguïté des acteurs politico-médiatiques, toujours prompts à s'attaquer à la religion musulmane et aux musulmans de France, tout en étant accoquinés ou complices par leur silence au régime promoteur idéologique et financier du terrorisme international.